On y va. Ravi de vous accueillir toujours aussi nombreux sur ce festival de hier pour les rencontres internationales de la mode. Le sujet de cette deuxième table ronde, vous allez voir, il vous concerne tous aussi, il est éminemment d'actualité. Du physique au digital, quel futur pour une mode durable? Ben oui, parce qu'il y a quelques jours, enfin, le retour d'une semaine de la mode en physique. C'était la première semaine de nouveau complètement en physique. Après les films de collection, les défilés de mode façon jeux vidéo, les mannequins en 3D, les filtres virtuels, et puis ces labels qui se sont développés dédiés uniquement aux vêtements virtuels. Bref, qu'est-ce qu'il restera du physique dans ces conditions auprès du digital? Comment trouver un nouvel équilibre entre les deux? Et ce nouvel équilibre, est-ce qu'il va permettre de créer une véritable mode durable? Voici quelques-unes des questions dont nous allons parler tous ensemble avec les invités de cette table ronde. Je le fais dans l'ordre. Avec nous, René Célestin, fondateur-président de l'agence OBO, organisateur de défilés. Guillaume Robic, que vous connaissez, directeur délégué développement, communication, événements, fédération de la haute couture et de la mode. Nous avons le plaisir d'accueillir Macha Mekaev, directrice de la Criée, Théâtre national de Marseille. Kevin Germanier à côté, fondateur-créateur de la maison Germanier, tout simplement. Et puis Alexandre Capelli, directeur adjoint de développement environnement, groupe LVMH. Macha Mekaev, j'ai envie de commencer avec vous, parce que si on parle de physique, vous, le spectacle vivant, l'émotion de la salle, c'est ce qui vous anime, ce que vous réalisez depuis quelques années déjà, je vais dire. Qu'est-ce qui vous semble le plus important? Quand on en a parlé ensemble, vous m'avez parlé vous avez utilisé un terme, c'est pas le premier terme auquel je m'attendais, mais vous m'avez dit ce spectacle vivant, c'est le partage. Oui, le spectacle vivant, c'est le partage selon des rituels et des règles ancestrales et renouvelées sans arrêt. Et quand on parle de j'allais dire, de la topographie, de la géométrie du théâtre, c'est ça qui m'importe, c'est cette espèce de géométrie qui fait que vous êtes côte à côte avec un inconnu, vous entrez dans une salle qui va devenir obscure et vous êtes face à face avec d'autres et on se consume en même temps et c'est le même temps réel, corporel, organique. Vous m'avez dit, c'est le hasard émotionnel de se consumer en même temps. Oui, c'est absolument ça, c'est-à dire que l'on soit d'un côté ou de l'autre, c'est le même temps réel alors que l'on est projeté ailleurs. C'est assez, a priori, incompréhensible si on n'en a pas fait l'expérience, mais c'est une promesse à laquelle il ne faut pas renoncer. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'elle est exclusive. Moi, j'aime beaucoup les expériences multiples. Et bien sûr, on va parler du digital. Je suis très curieuse de savoir ce que c'est, et en même temps, j'ai des frissons, parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et en même temps, je sais qu'il y a là encore des gestes artistiques très prometteurs. L'émotion, la sensibilité, Kevin Germanier, c'est quelque chose qui vous parle. Pour revenir à cette émotion du physique, ce que vous me disiez, c'est que ça permet en plus de mettre davantage en valeur, en lumière, justement, ces vêtements que vous créez à partir de matières upcyclées qui sont de la brillance, des paillettes, et donc il n'y a rien de mieux que le mouvement réel, finalement. Oui, déjà, merci de m'avoir ici. Je vais reprendre l'exemple de ma grand-maman. Elle me sert à beaucoup de choses. Elle travaille avec moi, mais aussi, on a présenté récemment notre dernière collection. Et c'est vrai que les 2 dernières collections, on avait montré des films digitaux. Et de là qu'elle s'est déplacée d'un village suisse, déjà, pour elle, c'est comme une célébration, pas que la présentation, de se déplacer, de venir à Paris. Elle m'a dit aussi, il y a une odeur, il y a des gens qu'elle revoit, et c'est vraiment une expérience, comme au final, ce que vous avez dit auparavant, que le digital, pour moi, ne pourra jamais transmettre, parce qu'au final, on est derrière un écran, et puis, comme on joue à un jeu vidéo, voilà. Par contre, pour le digital, ça peut nous permettre d'avoir des effets spéciaux, ça peut nous permettre d'avoir d'autres émotions qu'au final, qu'on ne peut pas matérialiser. Et ça, c'est moi qui m'intéresse. Tout particulièrement, je parle d'authenticité, mais aussi, je parle aussi d'une explosion virtuelle que je ne pourrais peut-être jamais matérialiser. Donc, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, et cette discussion
pour créditer Benjamin qui m'a dit ça hier. Pourquoi est-ce qu'on en parle toujours c'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce que l'un et l'autre ne peuvent pas être, au final, vivre ensemble? Pour faire plaisir à Macha Makayev, on a fait intervenir une docteure en neurosciences qui s'appelle Charlotte Roland, qui est la cofondatrice de New Brain, et qui nous explique justement les différentes perceptions dans le cerveau entre physique et digital. Bonjour à tous. Pour bien comprendre les différences entre un événement physique et un événement digital, il faut comprendre que ça se joue à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le premier niveau, c'est au niveau de la perception elle-même. Déjà parce qu'un défilé, par exemple, en présentiel, ça va être vraiment une perception qui va être multisensorielle, une perception extrêmement riche, parce qu'au-delà du vêtement qu'on va pouvoir percevoir, on va également percevoir sa texture, ses matières, et puis on va y avoir tout un tas de bruits, d'odeurs, qui fait que ça va être une explosion sensorielle. Contrairement au digital, où forcément il va y avoir une barrière qui va être mise, on va être privé de cette multisensorialité. Deuxième aspect, ça va être au niveau même de la cognition. Donc ensuite, cette perception, elle va être interprétée par notre cerveau pour construire une expérience. Cette expérience, elle va dépendre de nos croyances, du contexte. Et donc là, à nouveau, on a une grosse différence entre le physique et le digital, tout simplement parce qu'en présentiel, c'est une véritable histoire qui se crée. On va se préparer à l'événement, on va acheter des billets, on va se préparer pour y aller, on va l'anticiper, on va l'imaginer, et ensuite on va le vivre. On va le vivre avec tout un tas d'interactions, avec un contexte qui va être très fort émotionnellement. Et donc forcément, au niveau de la mémorisation et de l'ancrage, ça va être quelque chose de beaucoup plus fort qu'en distanciel, où forcément on est caché derrière cet écran et on a plus de mal à s'engager dans l'événement. Donc forcément, si on compare de cette façon-là par rapport à comment marche le cerveau, le physique et le digital, on peut se dire que c'est un peu un combat perdu d'avance. Finalement, les deux expériences peuvent avoir leur intérêt si on s'appuie sur certains leviers. Le premier levier, ça va être attirer l'attention. Le deuxième, ça va être provoquer l'émotion. Donc en termes d'attention, on pense souvent à capter l'attention, et ça effectivement, normalement, on sait assez bien le faire. Ce qui va être plus difficile, c'est de maintenir l'attention, et surtout dans le cadre du digital, puisque notre cerveau a des ressources limitées, et donc forcément dans le temps, ça va être plus difficile d'engager quelqu'un qui est derrière son écran. Et rapidement, sur un défilé digital, on risque de se retrouver avec checker nos mails en même temps qu'on regarde le défilé, ou même regarder d'autres vidéos sur TikTok, et donc finalement, ce qui va être le plus dur, ça va être d'engager la personne émotionnellement. Et donc le deuxième levier, il va être ici, c'est vraiment la clé de voûte de tout le fonctionnement de notre cerveau, ce sont les émotions. Puisque finalement, c'est ça qui va nous permettre d'engager quelqu'un émotionnellement et donc de lui faire vivre une vraie expérience. Non pas en tant qu'observateur passif, puisque le cerveau déteste la passivité, mais vraiment comme quelqu'un d'engagé qui va expérimenter à travers son écran ou en présentiel et vraiment s'engager dans l'expérience. Et pour le créatif, c'est exactement la même chose. Provoquer l'émotion pour susciter la désirabilité, provoquer l'achat, puisque finalement on achète un vêtement non pas uniquement par nécessité, mais surtout parce qu'il nous raconte une histoire, parce qu'il nous provoque une émotion, parce qu'on peut se projeter dedans, et que finalement c'est ça qui va nous faire passer à l'achat. Et donc quand on crée quelque chose en physique, on peut passer par les matières, les textures, par les stimuli, par l'essence même du vêtement, qui fait qu'on va être impacté émotionnellement. Par le digital, à nouveau avec cette distance qui est créée, il va falloir utiliser d'autres leviers, plus liés à l'histoire, au contexte, au storytelling et à ce qui se raccroche autour de l'objet, qui parfois est plus important que l'objet lui-même. Voilà, alors j'imagine que ça va vous faire réagir et les uns les autres. René Célestin, avec votre agence Obo, c'est une cinquantaine de personnes dans 3 bureaux, Paris, Londres, New York. Sur la toute dernière saison, la prêt-à-porter, vous avez fait 12 défilés en physique, hein, si je ne dis pas de bêtises. Avant de venir à cette transformation que vous avez dû opérer, qui ne date pas du Covid d'ailleurs, mais cette transformation que vous avez dû opérer, est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous m'avez raconté sur le retour du physique à Milan, de ce premier défilé physique? C'est d'une extrême simplicité. Un concours de circonstances qui fait qu'on est d'une maison dans sa première saison qui, X épisodes de négociations, discussions plus tard, se retrouve à être la seule à défiler en physique, pas la saison dernière, mais la saison d'avant, alors qu'elle était inscrite au calendrier de la caméra pour un premier arrivant, ce qui ne s'était jamais fait avant, en fait, parce qu'il y a toujours des... Et j'ai regardé donc la limite qu'on avait eue ce jour-là, c'est-à-dire une quarantaine de personnes physiques se retrouver dans une pièce, et le niveau de joie, d'enthousiasme
malgré les gestes imposés, barrières, les gens qui se tombaient dans les bras les uns des autres. Et si c'était utile, ça ne l'était pas pour moi. Ça m'a rappelé d'une manière incroyablement forte le fait que l'être humain est une chose sociale, qu'on grandit tous grâce à nos pères qui nous entourent et ce genre de choses, et que cet air qu'on respire nous tue si on n'en a plus, quoi. Pendant le pendant, en fait, dans nos métiers, tout le monde s'exprime à peu près le même jour à la même heure, si vous voulez. Donc l'amont et l'aval contribuent à l'émergence, ou l'émergence qu'on espère en tout cas. Oui, absolument. Donc bien avant ça, la télé s'était emparée d'une partie de nos sujets, et travailler pour la caméra était devenu depuis très longtemps une nécessité. Je parle de 2000, 2001, 2002, enfin, dont on est très très en amont de l'émergence du réseau social. Personnellement, il m'est devenu tout à fait limpide qu'en fait, même à sa naissance, le système du réseau social avait tout un tas de caractéristiques, certaines intéressantes, certaines moins intéressantes. Je mérite à peine ma place sur cette scène à côté de Macha, mais l'irremplaçabilité, je ne sais pas si on peut dire ça, du physique est indéniable. Le type qui a monté une entreprise de réseaux sociaux a assez vite acheté l'idée qu'il était un dealer de dopamine, en fait. Il est là pour vous restimuler en permanence. Mais on peut en être content ou pas content, c'est un fait. Et donc, on est là pour nourrir ça, oui. C'est ça. Donc, il faut être créatif sur le digital, tout autant qu'on l'est sur le physique. Il y a différents formats, différents moyens, différents... Indispensable. Il y a différents moments aussi, parce qu'un défilé existe 15 jours avant, le jour 2 et 15 jours après, et ça, c'est pas la même chose. Par exemple, si on prend ce qui a trait à un défilé, et puis effectivement, là on parle beaucoup, enfin cette dame le dit très, très clairement, il fut un temps, j'imagine, que quelqu'un rentrait chez lui en disant on va allumer l'électricité, comme ça on aura un frigidaire qui fonctionne. Plus personne dit ça. Je pense qu'il ne faut plus considérer de différence entre physique et digital. Ce sont deux choses complètement imbriquées les unes dans les autres. La Fédération de la couture, évidemment, vous avez vu arriver ce gros enjeu du digital. Tout le monde a dû s'y mettre à un moment donné, parfois de façon un petit peu forcée. Mais ce que vous avez pu observer, parce que vous êtes à la meilleure place à la Fédération pour observer, c'est que finalement, il y a eu encore plus de créativité, ce que vous appelez une créativité augmentée, du coup, avec le digital. Karine, vous citez Pascal Morand, notre président, avec la créativité augmentée, mais tout à fait. En fait, avec la Fashion Week Online, puisqu'on a décidé à Paris de l'appeler la Fashion Week Online, au moment où, évidemment, la crise sanitaire est arrivée, il s'est agi de conserver ce grand moment autour de la célébration de la mode et de communication pour les maisons de mode. Et donc a été décidé que si la Fashion Week physique ne pouvait pas avoir lieu, il fallait qu'on se mette en ordre de marche de pouvoir créer une Fashion Week online, ce que nous avons fait à travers deux choses. La première, ça a été créer une plateforme avec Launchmetrics et avec le soutien du défi, une plateforme à même de pouvoir rassembler l'ensemble des contenus que les maisons allaient nous donner, révélation de leur collection ou autres contenus, puisque c'était important évidemment que l'ensemble des maisons du calendrier soient bien rassemblées pendant la Paris Fashion Week Online. Première chose, la plateforme. Deuxième chose, le réseau pour diffuser très largement ces contenus. Donc on a constitué un réseau mondial, appuyé sur les deux principaux players, YouTube d'une part, Tencent d'autre part pour la Chine, avec d'autres partenaires médias, CNN pour les États-Unis, Asahi Shimbun pour le Japon. Et en effet, on a pu constater que les créateurs s'étaient vraiment emparés du sujet digital et que ces directeurs artistiques de maison étaient devenus des metteurs en scène, des réalisateurs de courts-métrages. Et on s'est retrouvé avec une sorte de festival de films de courts-métrages de mode en juillet 2020. Et donc, on a vu apparaître une créativité nouvelle, en tout cas. Mais du coup, j'imagine que la question qui se pose à la fédération, c'est comment on va faire peut-être pour réguler un petit peu tout ça. Est-ce que c'est un nouveau geste créatif qu'on rajoute, ou est-ce qu'il doit vraiment simplement compléter ou poursuivre par rapport à ce que racontait René Célestin, le défilé ? Alors, on voit qu'un certain nombre de maisons et créateurs s'emparent complètement du digital en le réintégrant également dans le physique. Mais le créateur que vous êtes, qui est obligé de se mettre au digital en même temps qu'au physique, comment vous, dans votre création, comment vous gérez ça ?
on nous a challengés parce que ce n'est pas ce qu'on faisait d'habitude. Je suis parti du principe que chaque chose qu'on nous demandait allait être un média, et à chaque fois, il fallait parler de la collection en la renouvelant. Donc ce que le lookbook montre, ce n'est pas ce que la vidéo va montrer, ce n'est pas ce qui va montrer l'expérience physique. Et au final, l'un comme l'autre se complètent, parce qu'on parle d'une collection, ça montre aussi qu'on est versatile, tout le temps en parlant de la même chose. Et c'est ça, au final, en tant que créatif, on essaye de trouver des solutions, parce qu'au final, moi, en tant que spectateur, si je vois quelque chose et que c'est tout le temps la même chose, si mon lookbook était la même chose que ma vidéo, excusez-moi, mais comment je peux dire ça joliment, je m'embêterais un petit peu, parce qu'au final, c'est pour montrer qu'on a des nouvelles idées et qu'au contraire, on a quelque chose à dire, on a la niaque, et notre collection, elle parle, et puis qu'elle peut être intéressante sur divers formats. Ça montre aussi qu'une collection est complète, au final. Si elle peut être autant belle en physique qu'en vidéo, voilà. C'est hyper intéressant. Et parce que l'impact du physique, on l'a dit, il y a toute cette émotion, l'impact du digital, l'intérêt, c'est qu'on peut, et vous êtes aussi bien placé pour savoir, c'est qu'on touche le monde entier, et on touche tout le monde. C'est inclusif, c'est ça aussi qui vous plaît. Vous allez sans doute être intéressé par ce qui va suivre. Michael Jaïs est DG de Launchmetrics, c'est la plateforme de recherche d'analyse de données que vous avez cité tout à l'heure, Guillaume, donc qui mesure un petit peu l'impact média. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il a un message pour vous. Il a les données de l'impact de la dernière semaine de la mode, et justement, il va vous parler de TikTok. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Jaïs et je suis le fondateur de Launchmetrics. Je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je voulais absolument répondre aux deux questions qui m'ont été posées ce matin. La première étant, quel est l'impact médiatique de la dernière Fashion Week ? Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que Paris non seulement garde son avance, mais la conforte. La valeur de l'impact médiatique de la dernière Fashion Week est de 240 millions de dollars, soit un total jamais atteint. Alors non seulement Paris se rétablit parfaitement par rapport à 2020, puisqu'en 2020 on était à peu près à 120 millions de dollars de valeur, mais Paris dépasse l'impact de 2019, c'est-à-dire 180 millions de dollars. Donc on est à 30% en plus par rapport à 2019. On a effacé vraiment tout l'impact négatif du Covid. Et ces 30% de gains s'expliquent de mon point de vue par le fait que Paris a fait un excellent travail au niveau digital. C'est-à-dire que non seulement on a le plaisir de retrouver la Fashion Week telle qu'elle était auparavant, avec tout l'impact émotionnel qu'on peut avoir dans le physique, mais on a également l'impact du digital qui se rajoute à ce qu'il y avait auparavant, et c'est comme ça qu'on atteint les plus 30% de cette année. Donc bravo à Paris, bravo aux équipes de la Fédération de la haute couture et de la mode qui ont fait un travail extraordinaire pour réaffirmer la primauté de Paris non seulement sur le physique, mais également sur le digital. Alors, la deuxième question à laquelle je voudrais répondre, c'est ok, là on est très clair sur le quantitatif, mais qu'est-ce qui se passe sur le qualitatif ? Eh bien, et là je fais un teaser. On a entamé une étude avec la Fédération de la haute couture et de la mode, le CNRS, l'INRIA et TikTok pour mesurer l'impact émotionnel des défilés digitaux. Et je peux vous annoncer en avant-première que les résultats sont extraordinaires. On va les publier au mois de novembre, donc je vous invite tous à regarder nos publications. Vous allez voir, pour la première fois, on a analysé en direct les émotions ressenties par des jeunes millennials qui regardent les vidéos de la Fashion Week. Donc c'est un teaser, les résultats sont extraordinaires et nous sommes tous associés pour faire en sorte que justement Paris non seulement garde son avance, mais la conforte encore plus en étant le leader de l'impact émotionnel digital dans la mode dans les années qui viennent. Bonne fin de session à tous. Mathieu Bakayev, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça quand vous entendez ces histoires donc digitales, c'est une chose, mais de réseaux sociaux, d'impact comme ça, de mesures émotionnelles sur le digital? Ça m'inspire beaucoup de curiosité. Je mesure que je connais mal, très mal, quoique j'ai des enfants qui ont grandi. Et donc les jeux vidéo, cette notion, cette espèce de circulation aussi mondiale, le soir enfermé dans sa chambre, ils sortaient de là, ils avaient traversé des univers incroyables. J'étais parfois presque jalouse de quelque chose vers lequel je ne pouvais pas aller moi-même, parce que j'ai
voilà, j'ai d'autres outils, j'ai pas ceux-là. Juste un mot très rapidement, Guillaume, sur la question des indicateurs. C'est intéressant aussi sur le digital, peut-être qu'on avait moins sur le physique, d'avoir tous ces indicateurs que vous créez avec Launchmetrics ou sur lesquels vous travaillez pour connaître les retombées concrètes. C'est juste, et ça m'amène d'ailleurs à vous dire qu'en fait la fédération en 1 an et demi a, pour certaines de ses activités, changé de métier. Parce que lorsqu'il s'agissait d'organiser la Fashion Week dans le monde physique, dans Paris, il y avait un certain nombre d'indicateurs qui étaient le nombre d'accrédités qu'on recevait au Paris Fashion Week Center, le nombre de journalistes reçus, etc. Là, on a des indicateurs beaucoup plus poussés, je dirais, dans un certain sens, parce que le monde du digital, c'est le monde du chiffre, c'est le monde du metrics, ne serait-ce que dans le langage informatique. Et donc, bien sûr, on a tous ces éléments. Et on a changé de métier aussi parce que la fédération organisait un événement qui était un événement B2B, dédié aux professionnels. Depuis la Paris Fashion Week Online, on s'est adressé au grand public avec ce système de broadcast un peu partout sur la planète. Et en changeant de métier, bien entendu, on a aussi changé notre façon de s'adresser à nos publics et de développer nos publics sur le digital. Notre compte Instagram, Marine, qui a monté cette table ronde, Marine Perrol, notre responsable digital, est au rêne de ce compte qui a explosé depuis que Marine est arrivée, mais depuis également la Paris Fashion Week Online. Et tout le dispositif autour aussi nous permet d'avoir une vision beaucoup plus fine, bien sûr, de qui regarde, d'où sont nos visiteurs, nos e-visiteurs, de quel continent, de quel pays. Sur cet outil d'éco-conception que vous avez donc co-conçu avec la fédération, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Expliquez-nous comment ça marche et qu'est-ce que ça vous permet de faire? Je vais d'abord un peu contextualiser le truc. Je pense que les 18 derniers mois qu'on vient de vivre ont mis en exergue quelque chose qu'on savait déjà. C'est que on a 2 enjeux majeurs devant nous. L'enjeu de l'écologie et de l'environnement, du développement durable, on l'appelle comme vous voulez, et l'enjeu du digital. Je ne les oppose pas, il va falloir faire avec. L'idée étant à la fois d'intégrer ces dimensions environnementales, à la fois dans la dimension physique et dans la dimension digitale. Le digital est dans toutes nos activités, dans nos magasins, avec l'e-commerce, elle est dans nos produits, on peut en reparler, elle est aussi dans nos événements de communication. Les technologies avancent très très vite. Je discutais hier avec Benoît Baume, qui est ici, qui est le patron de Fish Eyes, qui me disait, tu sais Alexandre, les iPhones ou les autres marques, dans 10 ans ça n'existe plus, on sera passé à autre chose. Donc tout ça va s'accélérer très très vite. Donc le digital, il va être partout et il va être intrinsèquement lié au physique. Ces Fashion Week-là ont la vertu de réunir tout le monde, les gens de la communication, les acheteurs et les petites marques et les moyennes marques ont besoin de ça. Et ça a encore plus renforcé ce besoin-là. Alors évidemment, il y a des défilés physiques, il y a des défilés virtuels, tout ça coexiste. Et c'est vrai qu'instinctivement, on a l'impression que parce que c'est digital, c'est probablement très léger d'un point de vue environnemental. Alors moi, je suis plutôt de la partie expert environnement. C'est vrai qu'on est avant tout des experts des matières premières, du coton, du cuir, des laines, des raisins, un peu moins du digital, mais il va falloir qu'on s'y mette, il va falloir qu'on devienne un peu plus expert du sujet. Mais les premières informations qu'on en a, notamment avec les outils de collaborer, de développer ensemble, sont qu'effectivement le digital est tout sauf très écologique en fait. Lorsqu'on fait le bilan d'une Fashion Week, le digital pèse beaucoup plus lourd que le physique. Sur le physique, on a des engagements qui sont, par exemple sur les défilés de nos grandes maisons, on sait déjà qu'on est à quasi entre 90 et 100% de réutilisation, de recyclage ou de réutilisation des décors. Voilà. Sur le digital, on a des impacts beaucoup plus lourds qu'on ne maîtrise pas complètement. Il y a le hardware, il y a le software, il y a le cloud. Et là, il va falloir qu'on collabore avec tous ces prestataires tout au long de la chaîne pour alléger l'empreinte environnementale du digital. Et elle est conséquente. Un mot sur l'outil d'éco-conception. Vous disiez, ouais. C'était hyper important quand même pour vous d'avoir justement cette vision-là. On va évaluer la partie physique du show, donc vraiment les décors, les gens qui se déplacent, qui prennent l'avion, qui prennent le train. Et on va aussi évaluer la partie digitale, qui est plus difficile à évaluer d'ailleurs. Les posts sur Instagram de la maison, mais aussi des gens qui repostent sur TikTok, sur YouTube. Et toute cette partie-là, on l'évalue bien sûr, elle pèse lourd. Quelques chiffres, si je fais le bilan d'un défilé d'une grande maison, plus de 50% de l'impact environnemental est lié à cette partie digitale, justement. La partie physique est beaucoup plus petite. Et juste encore un mot, Alexandre, vous êtes passé très rapidement, mais développement durable, c'est aussi une responsabilité sociétale que vous avez donnée sur le fait
de conserver les moments de la Fashion Week? Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est posé la question. Oui, à la suite de la pandémie, on a déployé au sein du groupe avec Antoine Arnaud et Hélène Valade une petite commission qui s'appelle Futur du luxe, parce que ce moment nous avait bouleversé. Il y avait besoin de réfléchir sur ce que pourrait être le futur du luxe. Et c'était posé sur la table. Alors, c'est pas que nous, hein, je me rappelle, Pascal peut confirmer, Guillaume aussi, c'est qu'il y avait, mais que vont devenir les Fashion Week? Et en fait, non, elles sont plus importantes que jamais, je pense, plus importantes que jamais. Ces moments sont clés, et je le répète, surtout pour les plus jeunes designers. Je vais vous poser une question qui va vous paraître anecdotique, René Célestin, mais est-ce que, et à Guillaume aussi, est-ce que du coup, sur le digital, ça permet de se retirer un petit peu de la problématique du sitting? Ou comment on gère la problématique du sitting sur le digital? Parce que c'est un vrai sujet, ça, pour vous. Est-ce que vous avez imaginé un premier rang sur les replays ou sur le live? Non, mais vous savez, blague à part, la question est intéressante parce que le digital n'a pas de problème de diplomatie. On n'est pas dans le protocole et ce genre de choses. Mais il y a, comme le disait Kevin, des questions d'audience. À qui parle-t-on, à quel moment, pour dire quoi, ce genre de choses-là. Donc oui, on n'a pas de problème de sitting sur le digital, si vous voulez la réponse à la question. Enfin, de mon point de vue, Guillaume aura peut-être un différent, mais je reviens sur ce que vous disiez, sur ce qui s'est dit, en fait. J'ai trouvé... Enfin, on a eu de longues conversations sur ces sujets avec Pascal et Guillaume quand le Covid est arrivé. Personnellement, j'étais tout à la fois... passionné et surexcité à l'idée du fait que, comme l'a dit Guillaume, la fédération était face à un moment où elle allait changer de métier, en fait. Et je suis absolument ravi, quel que soit le crédit qu'on apporte à du métrique, parce que je pense qu'il faut toujours se méfier un petit peu de ce genre d'analyse, mais elles sont utiles. Mais je suis absolument ravi de voir que ce qu'on se dit, c'est qu'en fait... la vertu de ce qu'est une fédération et la position de celle de la française, en fait, si vous voulez, là-dedans, a réussi à sortir de ce moment de réinvention sur lequel on n'aurait pas parié beaucoup, en fait, hein, parce que c'est difficile de bouger une organisation comme celle-là, victorieuse. René a dit une grande partie des choses, je le rejoins totalement. Non, il y a une donnée qui est inhérente aussi à l'industrie dont on parle, c'est la rareté. Et le sitting, c'est la rareté. En fait, même dans le monde physique, on sait bien, certaines maisons ont des moyens qui pourraient faire que la surface de l'espace dans lequel a lieu le show pourrait être décuplée. Or, ce n'est pas le cas. Il y a aussi la notion de la bonne personne, bon message à la bonne personne au bon moment et de la rareté. Et à combiner avec, évidemment, maintenant des audiences beaucoup plus larges, comme on l'indiquait avant. Je vous laisse écouter Daria Chapovalova et Natalia Modenova qui nous présentent DressX. Hi, my name is Daria, co-founder at DressX. And I'm Natalia Modenova, co-founder of DressX. And we are here to tell you more about digital fashion and about designers with whom we are working at our platform DressX. And there is a generation of new designers and new creatives. They are called the digital fashion houses. And we work with most of the designers who create nowadays. And to name the most prominent are the Fabricant and Ouroboros. But also we work with the traditional fashion brands to help them in the digital transformation. And in that case, we provided AR utility and possibility to wear Balmain flame dress in augmented reality to the owner of the NFT who purchased it for $10,000. But also we work with the retailers, and together with Farfetch, we created the pre-order campaign featuring brands like Balenciaga, Dolce & Gabbana, Off-White, Palm Angels, to dress up influencers digitally without sending any goods to promote the new pre-order campaign. And that's very important because it helped to save a lot of carbon emissions, because digital fashion is 97% more sustainable and emits less CO2 than the physical clothes. Consider the deliveries and something that ends up in the landfill. So sustainability is a pillar for digital fashion. No water is used for the production of digital. At DressX, we revolutionize the traditional fashion industry, and we anticipate that in 5 years from now, every Gen Z and millennial
will have the digital wardrobes that will be no less important as the physical wardrobes that will be integrated into the different online universes. So basically, let's start this digital fashion transformation now. It has never been so exciting to be and to see the birth of this new kind of direction for the fashion industry. And we are happy to be here with you. Kevin, oui, vous avez habillé vous aussi des avatars pour le jeu Animal Crossing. Et pour des questions de coût, vous avez utilisé un avatar aussi au départ pour présenter votre collection. Donc Oui. vous allez faire une collection virtuelle un jour? Ce que fait DressX, je pense, c'est aussi une réponse à ce qui s'est passé avec le Covid, dans le sens où on était dans nos t-shirts et sweatpants, et il y a eu cette envie de montrer qui nous sommes, d'individualité, mais aussi d'ingéniosité et de pousser encore plus loin qu'un vrai habit. Et en tant que designer sustainable, je pense que c'est très bien du point de vue où on peut acheter quelque chose pour un post Instagram. C'est mieux ça que d'acheter quelque chose, de le porter une fois et de le laisser dans son placard. Nous, on l'a fait. C'est pas nouveau pour moi dans le sens où ça a été fait bien avant que je le fasse aussi. Je veux dire, Nicolas Ghesquière chez Louis Vuitton, il y a eu Final Fantasy, il y a eu League of Legends, qu'ils ont fait une collaboration avec. Donc ça a déjà été fait de ce côté-là. Là, je pense que ça s'adresse plus à un plus grand public. Nous, on l'avait fait, encore une fois, comme tu l'as dit, d'un point de vue purement financier. Je suis un très bon photoshopper et aussi suisse et control freak. Du coup, c'est sûr que le digital me permet d'avoir cette vision très lisse et plate et parfaite que je recherche. Est-ce que vous feriez une collection virtuelle? Je dirais, encore une fois, pourquoi je devrais choisir. Moi, dans mon idée, ça serait peut-être... j'aime beaucoup l'idée du QR code. Parce que je pense qu'aussi c'est quelque chose qui s'est arrivé dans notre société. Au final, voilà, les QR codes, c'est notre menu au restaurant. Ça peut être votre imprimé qui change. Ça pourrait être quelque chose de plus pratique. Ça pourrait être un QR code. Je crois que ça se fait déjà pour savoir comment laver mon vêtement. Donc l'un va avec l'autre. Pourquoi est-ce que je dois choisir? Donc la réponse est oui, je ferai les deux. Et en Oui. même temps, c'est une autre création. Parce que là, enfin... J'imagine, même si vous avez un savoir-faire de designer, que vous maniez la palette graphique, on ne crée pas un vêtement virtuel, du point de vue technique, qu'un vêtement physique. C'est comme on a parlé, je pense, avant, c'est des nouveaux métiers. Et au final, c'est ça qui est beau, parce que jusqu'à quand qu'est-ce qui viendra après ça? Qu'est-ce que ça sera la suite de ces nouveaux métiers? Donc moi, je trouve ça hyper excitant. Alexandre Capelli, il y avait un sujet là qui était de nouveau pointé du doigt. Bah oui, le vêtement virtuel. 97%. C'est ça. Sur le vêtement virtuel, c'est magique. Ouais, non, je demande. Faut vérifier. Oui. Après, une comparaison se fait toujours. Je ne veux pas rentrer dans la technique trop, mais une comparaison environnementale, en tout cas, doit toujours se faire à usage comparable. Je suis pas sûr que là on soit dans un usage complètement comparable. C'est un autre usage, une nouvelle prestation. Je ne suis pas sûr qu'il faille comparer un vêtement virtuel avec un vêtement physique. On est dans deux choses un peu différentes pour moi. Donc je ne suis pas sûr que la comparaison soit complètement relevant. Voilà. Et en plus, il faut revérifier les chiffres. Mais oui, effectivement, probablement c'est probablement un peu plus léger, mais il faudrait revérifier tout ça. Et je rejoins Kevin. Tout ça nous arrive très très rapidement. Moi, j'ai deux exemples en tête. C'est celui on travaille beaucoup avec les écoles de mode et j'en discutais à midi encore. Je suis persuadé que toutes les collections de fin d'année des étudiants dans les écoles pourraient être valorisées avec les NFT. Je suis sûr qu'il y aura énormément de personnes intéressées d'acheter le NFT de la dernière collection de quelqu'un de l'IFM ou de Centrale ou de non-collège ou Anywhere. Et c'était assez frustrant ce défilé hier soir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ou défilé ce soir. Il y avait plein de matériaux qu'on avait envie de toucher, hein, Kevin, où on les voyait passer et on se disait il a l'air étonnant ce tissu, ce matériau. On avait envie de toucher justement. Et pourtant on les avait déjà sous le nez, hein, mais... Pour avoir été crash test pour le projet Nona, c'est moi qui ai dit que la vidéo qui coûtait très cher, oui, ne servait à rien. En tant qu'on m'a demandé mon avis, et c'est vrai que oui, les vidéos étaient très belles, c'était très bien mis en scène, mais moi je pars du principe que, c'est ce que tu as dit avant, Alexandre, un habit pour moi, et là je vais être très suisse et très terre à terre, ça a une fonction pour moi qui est la même chose que de manger ou que de respirer, dans le sens où un habit, ça nous protège du froid, il y a des poches d'un côté pratique, ça ne peut pas être remplacé de ce point de vue-là. Après,
c'est comme si on essayait de remplacer un sens. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Le toucher, il faut toucher pour se rendre compte si c'est soft ou pas. Voilà. Vous en aviez fait des défilés, vous en avez fait un notamment pour ceux qui se souviennent, pour les plus jeunes d'entre nous, des chiens. Vous aviez fait un défilé notamment à la Fondation Cartier. Et c'est un exercice qui vous intéresse, qui vous plaît, ça? Moi, infiniment. J'adore la règle du jeu, le rituel du défilé. J'aime beaucoup cet exercice théâtral magnifique. Et moi, ce que j'aime chez le mannequin, c'est que cet extrême esprit de sérieux qui les habite, on se demande d'où ça vient, mais je trouve ça extrêmement poétique aussi. C'est qu'est-ce qu'elles ont, qu'est-ce qu'ils ont, d'où viennent-ils? Alors, deux petites questions, jeune homme. Vos pièces sont souvent très colorées, etc. Il y a ce côté aussi très rétinien, très de contraste de couleurs, qui fait qu'à l'écran, les pièces donnent quelque chose. Donc j'imagine que dans la manière dont vous concevez les pièces, vous imaginez aussi la manière dont elles vont être montrées et vues. Bien évidemment, c'est la réponse que je dois donner, que je pense à tout avant de faire une collection. Non, il y a la vision de l'artiste, je pense, et la réalité du CEO et businessman qui nous hit bien hard quand on fait nos collections. Et moi, je conçois toujours, notamment, je pense, la dernière collection est un très bon exemple parce qu'il y avait ces looks en perles qui sont totalement faits de perles, c'est même pas du tissu, et j'ai été clair avec toute mon équipe, il n'y a aucune finalité d'être porté, c'est pas du tout pour la vente, je les appelle les pièces presse. À partir de ces pièces presse, je construis la collection en déclinant notre evening wear et en faisant un imprimé pour les pièces jersey. Donc c'est vraiment, et je pense que c'est pas que moi, hein, tous les designers le font. Pour avoir travaillé chez Louis Vuitton, on prenait les idées extraordinaires de Nicolas Ghesquière pour après les mettre sur la petite maroquinerie. C'est normal, c'est comme ça aussi que ça fait vivre le business. Vous n'avez pas parlé des coûts. Enfin, vous avez dit on me demande de faire maintenant ça, ça et ça. Et la fédération aussi, c'est quand même, vous parlez d'un nouveau métier. Le digital, ça coûte plus cher, enfin, ou ça coûte moins cher, parce qu'on dit aussi, avec le digital, on réduit les coûts. C'est quoi la vérité? On les réduit, on les augmente? Il n'y a pas d'absolu, si vous voulez. On ne réduit pas les coûts par l'effet de l'augmentation du digital à l'intérieur d'une expérience. Parce que à l'intérieur du digital, l'investissement sur les technologies, sur les tuyaux dans lesquels vous allez pousser votre contenu, la promotion que vous allez faire pour que ce contenu soit vu, et ce genre de choses-là sont absolument sans limite. Donc il n'y a pas de réduction. Mais ce qui est intéressant avec le digital, on parlait de l'histoire du sitting tout à l'heure, c'est que si vous avez une logique qui est une logique de coût, vous allez probablement pouvoir générer un retour plus conséquent. Là encore, si on est dans le quantitatif, hein, vous allez probablement orchestrer du retour d'une manière plus intéressante que si vous n'en aviez pas. Lorsque Michael Jess tout à l'heure parle de Media Impact Value, c'est l'équivalent en achat d'espace publicitaire qu'il aurait fallu dépenser pour avoir la même visibilité en communication. Il a parlé de 240 millions de dollars. Je suis sûr, désolé de le dire, que l'ensemble des maisons et toute la communication qu'elles aient dépensée mise bout à bout n'arrive pas à ce montant-là. Donc en fait, le digital vraiment surdécuple les choses de ce côté-là. Et juste un mot pour la fédération. On a la chance d'avoir le soutien du défi pour ce que nous réalisons dans le cadre du digital, mais l'essentiel aussi du développement de l'écosystème digital dont j'ai parlé se déroule en partenariat. Donc en échange de visibilité et en échange de bons procédés. On a Alexandre Capelli, Kevin Germanier, Macha Makayev, Guillaume Robic et René Célestin.